Le 15 juillet 1915, depuis sa retraite de Ceffonds, dans la Marne, Alfred Loisy écrit à Franz Cumont. Je le cite et je pense que je peux vous le donner à lire. « Je relis les volumes de Renan, Les Apôtres et Saint Paul. Je suis stupéfait de trouver Renan si timide. » Ce qui est souligné de la main de Loisy. C'est un conservateur méconnu. L'Église aurait dû lui ériger des statues. Sa critique des actes est presque enfantine. Ce fait n'est pas aussi consolant qu'on pourrait croire, car si 40 ans ont suffi pour user Renan, il n'en faudra pas tant pour vieillir mes petites histoires. La plume caustique de Loisy, qui évoque quelques années plus tard la célébration du centenaire de, je le cite, Saint-Renan en 1923, n'empêche pas de constater que Renan, même usé, fascine encore. S'il ne s'agit pas davantage aujourd'hui qu'en 1923 de le sanctifier, il revient aux historiens des idées, des savoirs, des disciplines, des réseaux et des institutions d'apprécier son œuvre tentaculaire et sa réception. Disons d'emblée que les écrits de Renan ne se laissent pas aisément ressaisir, tant leur étoffe, comme celle de leur auteur, s'avère paradoxale. Serge Haroche n'est plus là, mais en relisant sa leçon inaugurale au Collège de France, il m'était venu à l'idée que les superpositions d'états dans la pensée de Renan, les interférences et la décohérence nous invitaient peut-être à penser à un Renan quantique. Pour répondre à l'invitation d'Henri Laurence, auquel je sais vivement gré de m'avoir confié cet exercice, je me suis donc replongée dans la mission de Phénicie pour tenter de cerner les processus par lesquels Renan y construit son autorité dans un domaine en pleine émergence, celui des études sémitiques ou stricto sensu des études phéniciennes. La mission de Phénicie, c'est le compte-rendu d'un voyage d'exploration au Liban, en compagnie d'Henriette, sa sœur, de Cornélie, sa femme, du moins en partie, entre octobre 1860 et octobre 1861. Renan consigne les résultats de cette exploration dans une publication parue par fascicule entre 1864 et 1874 et représentant, vous en voyez la couverture, un fort volume de 896 pages et 70 planches. Avec le lancement en 1867 du Corpus Inscriptionum Semiticarum, Renan se taille un rôle d'archégète scientifique dans un secteur auquel il donna, selon les termes de René Dussault en 1951, une, je cite, vigoureuse impulsion, tout à la fois sur les plans philologiques, épigraphiques et archéologiques. En orientant mon questionnement vers les régimes d'autorité qui sont à l'œuvre dans la mission de Phénicie, je souhaite apporter un éclairage sur la manière dont les cultures et les savoirs se tissent au sein d'une œuvre protéiforme. À la suite d'Alexandre Kojève, j'appréhende l'autorité comme une modalité de la relation scientifique qui met en branle l'échange, le mouvement, l'action ou la réaction. L'autorité n'a donc rien de figé, ni dans sa construction, ni dans sa réception. Pensée comme supérieure et exemplaire, l'autorité a vocation à s'imposer naturellement, alors qu'elle s'adosse, dans les faits, à des garants, à des procédures, à des postures, à des régimes de connaissance ou de vérité, à des biais épistémologiques dont Paul Ricoeur et surtout Michel Foucault ont étudié les ressorts majeurs. En relisant la mission de Phénicie, je me suis donc efforcée d'être réceptive aux éléments du discours, révélateurs des conditions de production et d'énonciation des connaissances qui ont contribué à forger et à légitimer durablement l'autorité d'Ernest Renan. Or, d'emblée, mon attention a été attirée par le concept d'intimité mis en avant par Renan dans la dernière phrase de son introduction, lorsqu'il parle, je le cite, de cette mission qui m'a mis durant une année dans le contact le plus intime avec l'Antiquité. L'auteur de la prière sur l'Acropole et de la vie de Jésus affiche par ce biais une approche fondamentalement empathique du passé phénicien,
dont il entend chercher les traces, on pourrait presque dire les échos ou les réminiscences, dans le sol, certes, mais aussi dans les paysages et dans les communautés humaines. Mais de quelle intimité et de quelle antiquité s'agit-il au juste? D'où surgit, comment s'exprime et quel fruit produit l'empathie que Renan place d'emblée au cœur de son programme scientifique? Pour répondre à ces questions, je marquerai 3 temps dans l'analyse. Le premier consistera en un rappel succinct des données essentielles relatives au contexte dans lequel s'est opérée la mission de Phénicie. Ces éléments, au demeurant bien connus, serviront de toile de fond à la poursuite de l'enquête. Celle-ci s'arrêtera ensuite sur l'expérience du voyage entre empathie et mise à distance, et sur les formes discursives qui en découlent, en tentant de situer Renan avec un brin de témérité, je l'avoue, entre Hérodote et Claude Lévi-Strauss. Le voyage de Phénicie nous conduira in fine hors de Phénicie, dans le but de souligner le réseau de connivence qui relie la mission de Phénicie à la vie de Jésus d'une part, à la prière sur l'acropole d'autre part, œuvres nourries elles aussi de singuliers régimes d'autorité. Dans le sillage de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, à une époque où, comme le dit joliment Thierry Hensch, le sabre et la plume, mais on pourrait ajouter la truelle, agissaient de concert pour faire de l'Orient une chasse gardée des nations européennes, Napoléon III confie, nous sommes en 1860, il confie à Ernest Renan le soin de reporter à la lumière l'antique civilisation phénicienne. L'empereur, on le sait, était très intéressé par l'archéologie et par l'histoire ancienne. On connaît son investissement à Alésia, par exemple. Or, Renan, depuis quelques années déjà, tentait d'attirer l'attention du monde savant sur la friche scientifique que représentait la culture phénicienne, connue par l'Ancien Testament, connue par les sources classiques, mais aussi par quelques rares inscriptions à l'époque. Le phénicien, je vous le rappelle, avait été déchiffré par l'abbé Barthélemy en 1758, connu aussi par les premiers vestiges qui émergeaient du sol de Carthage. En 1857, à l'âge de 34 ans, Renan présente à l'Académie des inscriptions et belles-lettres je cite le titre, « Mémoire sur l'origine et le caractère véritable de l'histoire phénicienne qui porte le nom de Sanconiathon ». Cet essai, traversé de puissantes intuitions, se clôt par une exhortation. La voici. J'oserais en terminant énoncer une espérance. C'est qu'il n'est pas impossible que des fouilles pratiquées sur les points où le culte phénicien vécu le plus longtemps à Byblos par exemple, ne livrent à la science quelques-unes de ces stèles ou plaques analogues à celle sur laquelle fut écrit à Carthage le périple d'Anan. Pour Renan, le projet de révéler la culture phénicienne est une opportunité exceptionnelle. Élu à l'Institut en décembre 1856, il est néanmoins en butte à l'hostilité des milieux catholiques, conservateur en tout cas, et il est en but à des vexations à la bibliothèque impériale où il est astreint à une présence quotidienne au détriment de ses recherches. À l'époque, même s'il a déjà choisi son camp, celui de la raison critique, la question de la formation et de la nature de la religion ou des religions, comme phénomène historique et social, innerve toute son activité intellectuelle. Partir en Phénicie, n'est-ce pas se rapprocher du berceau du monothéisme? Dans la vision raciale de l'histoire qu'il prône, si les races indo-germaniques ont sécrété la mythologie et la philosophie, les races sémitiques ont le monothéisme dans leur gène. Il précise néanmoins, c'est un passage que Dominique Charpin vient de montrer, je vous le repropose, il précise donc dans son Histoire générale des langues sémitiques, paru entre 1847 et 1855, que les caractères essentiels que j'ai attribués à cette race, donc à la race sémitique, et aux idiomes qu'elle a parlé, ne conviennent de tout point qu'aux sémites purs, tels les Térachites, les Arabes et les Araméens proprement dits, et ne se vérifient qu'imparfaitement en Phénicie, à Babylone, dans le Yémen et dans l'Éthiopie. Les sémites purs
nomade monothéiste sédentarisé en Israël, s'oppose donc aux sémites impurs, industrieux, métissés, corrompus, païens et polythéistes, embourbés dans une mythologie et des cultes grossiers. J'ai rassemblé ici une série de caractérisations qui sortent de son œuvre. Et bien entendu, les Phéniciens en font partie. Dans ces nouvelles considérations sur le caractère général des peuples sémitiques, et en particulier sur leur tendance au monothéisme, ces considérations qui paraissent en 1859, un an donc avant son départ en Phénicie, il réaffirme que la Phénicie est bien peu de choses dans l'histoire universelle au regard de la Judée. Au moment d'embarquer pour Beyrouth, à l'automne 1860, que rêve-t-il au juste de découvrir ? Les terres phéniciennes qu'il s'apprête à visiter à la recherche de leur lointaine antiquité sont en outre le théâtre d'une cohabitation difficile entre plusieurs communautés. Des incidents ont éclaté au printemps et à l'été 1860, donnant lieu à des pillages et à des massacres de plusieurs milliers de chrétiens en diverses localités de la montagne. Une conférence internationale réunissant à Paris la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse, la Russie et la Turquie décide alors l'envoi d'une force européenne de plusieurs milliers d'hommes, dont la France fournira la moitié. Si le mandat des troupes est prolongé jusqu'en juin 1861, la France évite soigneusement tout agissement qui puisse évoquer une mise sous tutelle du pays. Renan, pour sa part, profite de cette expédition militaire pour mener à bien son programme de recherche archéologique, l'armée et la marine lui fournissant la logistique et le personnel nécessaires aux fouilles. Les écrits autobiographiques de Renan, sa correspondance et bien entendu la mission de Phénicie éclairent utilement le quotidien de l'entreprise sur lequel je ne m'étendrai pas. Flanqué du précieux docteur Gaillardeau, installé en Syrie depuis des décennies, de l'architecte Taubois, envoyé par Hortense Cornu, et d'Édouard Locroix, un dessinateur et photographe, Renan installe son quartier général à Amchit. Nous savons désormais tout de ce délicieux séjour. Il opte pour 4 chantiers principaux. Byblos d'abord, qu'il commence de suite à explorer. Roide et Tortose ensuite, Sidon et enfin Tyr, en embrassant dans chaque cas la ville et son arrière-pays. Il entreprend aussi un survey, dirait-on aujourd'hui, dans le mont Liban et se rend un mois en Palestine, du 26 avril au 25 mai 1861. Nous reviendrons sur ce séjour en Palestine. Les rapports avec les populations locales sont très contrastés. Aux douces et bonnes populations maronites, j'ai cité Renan, encadrées par un clergé bienveillant et un patriarche serviable, reconnaissante envers la France, immune face aux Grecs, aux Levantins et aux musulmans, Renan oppose les populations musulmanes et métualies, qu'il considère comme, je cite, à demi sauvages ou abruties, je cite encore, race inférieure, incapable de comprendre la délicatesse dont on use avec elle. Je ne reviendrai pas ici sur l'orientalisme de Renan, qui fait de l'oriental un être, je reprends une série de caractéristiques qui figurent dans son livre, malveillant, haineux, perfide, avide, abruti, étranger à toute idée de science, etc. Telle ou telle expérience, dûment narrée dans la mission de Phénicie, ne fait que renforcer les préjugés de Renan, en particulier sur l'islam. Ces préjugés se nourrissent aussi, et notamment d'un va-et-vient plus ou moins explicite entre le présent et le passé. Car de la même façon que musulmans et chrétiens se déchirent au Liban, dans l'Antiquité, une lutte féroce a opposé les derniers païens aux premiers chrétiens. Je reviendrai aussi sur ce sujet. Renan porte aux prétendues traces de ce combat héroïque que le présent, d'une certaine façon, réactualise, une attention presque morbide. Les fouilles des 4 chantiers, dont il délègue la direction à ses collaborateurs, livrent une assez maigre moisson d'objets et d'inscriptions. Dans la conclusion de sa mission de Phénicie, tout en affirmant qu'il a évité de détourner son attention des grands problèmes historiques pour enrichir les musées français, Renan admet que, je le cite, «
Si le but d'une mission était de rapporter le plus d'objets possible aux galeries, la côte de Phénicie serait le pays du monde le plus mal choisi. Face à une antiquité littéralement émiettée, le terme est de lui, face à la dévastation volontaire et intentionnelle des antiquités phéniciennes, le constat d'échec est presque inévitable. Déçu, Renan conclut sa mission de Phénicie par une condamnation de l'art phénicien, art d'imitation, sans envergure et sans personnalité. Et il proclame un terrible malheur aux vaincus de l'histoire, que sont donc les Phéniciens à ses yeux, avec des accents quasi catoniens. C'est alors, en conclusion de sa mission, qu'il entonne un hymne au génie grec, éternel et immuable. Voici le passage. Je commence un tout petit peu plus haut et je reviens ensuite au passage que vous avez sous les yeux. Quand même les Templiers, dit-il, à propos de ces antiquités pulvérisées qu'il trouve dans le sol phénicien, quand même les Templiers et les Teutoniques se fussent logés à l'acropole d'Athènes, l'analogue a eu lieu dans une certaine mesure, le génie grec se décèlerait encore. Un génie qui a été le partage de la Grèce seule, patrie de l'idéal et de l'absolu, de la raison et du goût, du vrai et du beau, de même que le christianisme a créé l'idéal du bien. Toute recherche nouvelle, précise-t-il, doit se conclure sur un hymne à la Grèce. Paradoxale envolée lyrique qui met un terme à la mission de Phénicie, je rappelle, et qui suscite chez le lecteur un sentiment de malaise qu'il convient d'approfondir. La Phénicie était-elle en définitive vraiment l'objectif de son voyage? Renan haïrait-il son voyage en triste Phénicie, comme Claude Lévi-Strauss dit avoir détesté le sien en triste tropique? La Phénicie, c'est un peu le bout du monde pour Ernest Renan. Dès l'introduction de la mission, il la décrit comme une région, je cite, « éloignée de tous les points fréquentés d'ordinaire par les voyageurs ». Pourtant, en dépit de la distance géographique et malgré le terrible fossé culturel, à toutes les pages, il est question d'anarchie et de fanatisme, Renan dit avoir atteint, je reprends l'introduction, une profonde intimité qui scelle l'introduction de sa mission de Phénicie comme la vision de l'acropole, symbole de l'idéalité grecque, en scelle paradoxalement la conclusion. Distance et proximité se tissent dans un projet intellectuel décidément déroutant. Le voyage est une duperie, écrit Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique, ouvrage dont l'incipit célèbre, Je hais les voyages et les explorateurs, donne immédiatement le ton d'une entreprise illusoire. Un peu comme Renan, explorateur d'une civilisation pulvérisée par le temps et par ses héritiers modernes, Lévi-Strauss finit par congédier son propre travail de terrain, 5 années d'exploration entre 1935 et 1939 en terre amazonienne, qualifiait cette entreprise de méprise. Je vous lis le passage que vous avez sous les yeux. « J'avais poursuivi ma quête d'un État qui, comme le dit Rousseau, n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. J'avais cherché une société réduite à sa plus simple expression, celle des Nambikwara, les têtes au point que j'y trouvais seulement des hommes. Car ceux que Lévi-Strauss appelle les sauvages brésiliens ont subi des altérations telles que la quête s'avère trompeuse et bute sur un cercle infranchissable. Le prodigieux spectacle qui s'offrait jadis aux voyageurs anciens, enclins aux railleries, voire au dégoût, parce qu'incapables de saisir des civilisations radicalement autres, s'est dérobé au regard des voyageurs modernes, dont l'œil est vainement affûté et accueillant à la diversité anthropologique. En définitive, mais Lévi-Strauss le dénonce d'entrée de jeu, la tradition du récit de voyage, assimilée à une aventure, apporte, je le cite, l'illusion de ce qui n'existe plus et de ce qui devrait être encore. Le voyageur rêve en vain de restituer un passé
qui inexorablement lui échappe, non seulement parce que le temps en détruit les traces tangibles, mais aussi parce qu'il modifie le regard que nous portons sur les choses et sur les êtres. Hérodote d'Halicarnasse avait lui aussi, et dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, l'ambition de transmettre à son public le récit d'une enquête de terrain, historiae en grec, visant à ce que, je cite Hérodote, les événements qui surviennent du fait des hommes ne disparaissent pas avec le temps. Sauver de l'oubli, je cite encore, les grandes et étonnantes actions des hommes, c'est l'expression qu'il applique tant aux Grecs qu'aux barbares, c'est d'une part procéder à des choix, admettre qu'il y a, selon les termes, encore une fois, de Lévi-Strauss, des scories de l'histoire qui ne méritent pas d'être fixées, mais c'est aussi, et d'autre part, placer l'étonnement, l'étrangeté au cœur de la démarche du voyageur, ethnologue, historien. Ces deux procédés, filtrer le flux de la mémoire et écarquiller les yeux, servent à prendre acte d'une distance impossible à combler entre hier et aujourd'hui, entre le même et l'autre, mais aussi entre le terrain et l'écriture, entre l'expérience et sa mise en forme en tant que savoir ayant l'ambition de faire autorité. Une distance, on le voit, à la fois pénible et féconde. L'intimité du voyageur, mise en avant pourtant par Renan, n'a donc rien de spontané, si ce n'est dans une vision romantique du passé, celle qui cherche les traces de l'homme qui a aimé et souffert, comme l'écrit Renan lui-même dans un article de 1858. Elle l'est encore moins, cette intimité, elle est encore moins spontanée, si l'on adhère à l'énoncé de Lévi-Strauss, selon lequel, je le cite, « un voyage s'inscrit simultanément dans l'espace, dans le temps et dans les hiérarchies sociales ». Hérodote et Lévi-Strauss illustrent bien cet énoncé, chacun à leur façon. Si j'ai pris la liberté de les rapprocher ici, c'est que dans les mélanges offerts en 1987 à Jean-Pierre Vernant, Lévi-Strauss avait publié un petit texte intrigant, une perle, intitulé « Hérodote en mer de Chine », duquel mon collègue toulousain Pascal Payen a récemment proposé un commentaire éclairant. Lévi-Strauss s'y met en scène dans les îles Ryukyu, c'est au Japon, à la façon d'Hérodote, en observateur déconnecté du parler local, soucieux d'éclairer l'inconnu par le connu, dans ce cas un chant traditionnel japonais par une légende grecque relative au fils de Crésus. Observateur dépaysé, observateur forcément à distance, Lévi-Strauss comble l'écart par une longue et minutieuse description de ce qu'il a vu et appris, mais aussi par l'analogie qui lui ouvre les portes d'une rationalité latente et en ultime instance de l'analyse structurale. Il est temps à présent de revenir vers Ernest Renan et vers l'intimité avec l'Antiquité comme fondement, ou pour le moins un des fondements, de son autorité scientifique. Comment le temps, comment l'espace et comment les hiérarchies culturelles travaillent-ils son écriture du voyage ? Le travail accompli par Renan au Liban frappe de prime abord par la méticulosité de la méthode et des démarches, telles qu'on les découvre bien sûr dans la mission de Phénicie. Certes, l'exploration stratigraphique des sites antiques n'a pas encore été mise au point, mais Renan relate ses fouilles et expose ses découvertes avec un soin remarquable. Qu'il s'agisse de décrire la corniche d'un sanctuaire ou le tracé d'une muraille, sa plume se fait précise, elle se fait technique. Il est attentif aux dimensions, aux matières, aux orientations, aux techniques de construction, aux plans, aux coupes, au contexte, aux typologies, voire même aux statistiques qu'il appelle de ses voeux, et bien entendu à la chronologie. Il lui importe grandement de ne pas confondre les traces du passage des croisés avec les antiquités d'époque romaine, hellénistique ou phénicienne. Par cette approche rigoureuse, scientifique, Renan se montre le digne élève de la science allemande, lui qui écrira en 1871 dans la Réforme intellectuelle et morale, je le cite,
L'Allemagne avait été ma maîtresse, j'avais la conscience de lui devoir ce qu'il y a de meilleur en moi. De fait, dans le domaine épigraphique, Renan fait régulièrement appel à l'expertise du grand Théodore Mommsen, qu'il cite régulièrement dans la mission de Phénicie, qui est alors dans la quarantaine, qui a été récemment nommé à l'université de Berlin, il l'est en 1858, et qui dirige le Corpus Inscriptionum Latinarum, dont le premier volume paraît en 1863. Même si les fruits épigraphiques et archéologiques de la mission de Phénicie sont relativement maigres, Renan en fait le socle des études phéniciennes, qu'il porte en quelque sorte sur les fonds baptismaux. L'entreprise du Corpus Inscriptionum Semiticarum, lancée en 1867 avec le soutien de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, fleuron des études sémitiques françaises, est pensée comme un contrepoint aux entreprises de la rayonnante et hégémonique Altertumswissenschaft. Ernest Renan n'est donc pas entièrement passé à côté de la Phénicie, et il a bien fondé ce domaine d'études, où il a longtemps fait autorité, où il fait encore en partie autorité. Dans la construction de cette autorité, la sollicitation d'une star comme Théodore Mommsen, d'une part, le recours à un discours scientifique bien différent du discours plus impressionniste des récits de voyage, d'autre part, fournissent des assises essentielles. Renan, scientiste, rationaliste, positiviste, en impose. Parallèlement, pourtant, le compte-rendu de la mission de Phénicie est imprégné de romantisme dans les postures, comme dans une certaine esthétique, ce qui nous ramène du côté de l'intimité. Alors qu'il se montre très brutal dans la mise à distance de l'islam, Renan, qui se définit lui-même dans ses cahiers de jeunesse comme un romantique, manifeste une sensibilité exacerbée aux paysages, aux atmosphères, en particulier lorsque le christianisme affleure. Or, un leitmotiv de la mission de Phénicie, c'est que la Phénicie a été le théâtre d'une résistance païenne longue et intense, et d'une lutte héroïque contre ces rémanences de la part du christianisme des premiers siècles. Dans les vallées du mont Liban, et en particulier dans la vallée du Nar Ibrahim, autour du culte d'Adonis, qu'il considère comme très anciennement implanté, il le qualifie de « vieux comme le monde », se serait joué un combat de titans. Au cœur des montagnes, qu'il qualifie de « tombeau d'un vieux monde à part », les antiques cultes phéniciens auraient prospéré depuis les origines comme enracinés dans le socle rocheux, au point qu'il croit en percevoir encore à son époque les échos. C'est ce qui l'autorise à écrire qu'il croise en ces lieux des femmes qui semblent Jézabel ressuscitée. En ces lieux magnifiques, romantiques à souhait, il les qualifie comme cela, il saisit, je le cite, l'union de la poésie de la nature et de la poésie du passé. Mais il perçoit en même temps les traces grossières et disgracieuses du paganisme expirant. Alors qu'il ne se passionne guère pour le génie phénicien, celui d'une race marchande établie dans les comptoirs de la côte, il est littéralement hypnotisé par la montagne qui porte, je cite, les traces d'un des moments religieux les plus curieux de l'histoire de l'humanité. Derrière les traces de destruction des temples qui couronnaient les sommets du Liban, Renan voit se dessiner l'avènement du christianisme. Or, ces traces, elles lui semblent encore fraîches. Les coups de marteau ont l'air de remonter à hier. Je le cite, « On se dirait au lendemain du jour où la réaction religieuse s'est faite en ces parages. » Ces éléments et d'autres, comme le fait par exemple de souligner qu'une inscription relevée dans l'église de Made date de l'année même de la naissance de Jésus, nous orientent progressivement vers l'horizon véritable de la mission de Phénicie, qui n'est ni Byblos ni Tyr, ni Sidon ni Arwad, mais Jérusalem. Fondamentalement, en se rendant au Liban, Ernest Renan fixe du regard la Palestine. Or, c'est en relation avec la Palestine, me semble-t-il, que le motif de l'intimité avec l'Antiquité prend tout son sens. C'est sur ce terrain
que l'intuition poétique de Renan trouve à se déployer puissamment. Du 26 avril au 25 mai 1861, je l'évoquais tout à l'heure, tandis que les chantiers tyriens se poursuivent sous la conduite de ses auxiliaires, Renan part en effet en Palestine. Il visite Naplouse, Jérusalem, Hébron, Jaffa, Atlit, le Carmel, Nazareth, le lac Tibériade, etc. La Palestine le travaille en vérité depuis le début de son séjour en Phénicie. Le 12 mars 1861, il écrivait à Hippolyte Taine depuis Tyr. Le Liban a un charme grandiose, un reste du parfum qu'il avait au temps de Jésus. Ici, je suis déjà en terre biblique. Je vois de ma terrasse Sarepta, l'Hermon, le Carmel, les montagnes de la tribu de Dan. Tyr est de toutes les villes antiques la plus disparue. Les prophètes en ont eu raison. C'est au retour de Palestine que Renan, habité par une autre mission, se lance dans la rédaction de la vie de Jésus. En juillet, au calme, dans la montagne libanaise, il couche sur le papier, je cite, « les idées que m'avait suggérées la Palestine et qui, bien que n'appartenant pas directement à l'objet de ma mission, c'est-à-dire la mission de Phénicie, avaient avec elle plus d'un rapport. Ce rapport n'est pas explicité, mais on le saisit aisément. Plongé au cœur du conservatoire libanais, Renan croit revivre les dernières heures du paganisme et les premiers succès du christianisme. Il le déclare dans une lettre à Marcellin Berthelot, « Heure délicieuse et trop vite épanouie, ô puisse l'éternité vous ressembler, du matin au soir j'étais comme ivre de la pensée qui se déroulait devant moi. Je m'endormais avec elle, et le premier rayon de soleil paraissant derrière la montagne me la rendait plus claire et plus vive que la veille. » Désormais, c'est en prophète que Renan s'exprime. Loin du modèle de rigueur inspiré par l'Allemagne, il se laisse guider par ses intuitions, au premier rang desquelles celle qui voit dans les 4 évangiles canoniques des échos proches et fiables d'un christianisme palestinien pur et originel. La vie de Jésus, première pièce d'un monumental édifice sur les origines du christianisme, représente donc un horizon interprétatif indispensable pour appréhender les objectifs et les régimes de vérité qui sont à l'œuvre dans la mission de Phénicie. La vie de Jésus s'ouvre d'ailleurs sur une évocation d'Henriette, morte au Liban, après avoir partagé avec Renan l'écriture des pages inspirées qui suivent, dit-il, dans cette vie de Jésus. Le projet de Renan est finement défini par René Dussault comme celui d'une reconstitution, dans la mesure où les documents conservés ne se prêtent pas à écrire une histoire. Dans la préface de la vie de Jésus, Renan rappelle qu'ayant pu visiter les lieux dans le cadre de sa mission de Phénicie, il a eu devant les yeux un 5e évangile, je le cite, lacéré mais visible encore. Sa méthode de travail se fait visionnaire, elle se fait divinatoire, terme qu'il utilise lui-même pour expliquer sa quête de l'âme de l'histoire. C'est aussi son expression. Je prends l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est celui de la conversion de Paul, pour vous faire sentir la façon dont il travaille. J'ai bien fixé mon horizon de la scène de la conversion de saint Paul. Cela s'est passé dans une vaste plaine cultivée, très habitée, peut-être même au milieu des jardins. Il faut sûrement écarter tout accident extérieur. Le phénomène se passa tout entier dans l'âme de saint Paul. L'empathie est clairement, désormais, au cœur du dispositif d'enquête. Et c'est quasiment une parole prophétique que Renan propose à ses lecteurs, en accord avec sa vision d'une première Église centrée sur Jérusalem et Antioche, imprégnée de l'esprit prophétique du judaïsme. Ambitionnant de restituer, je le cite, l'état de la conscience chrétienne au lendemain de la mort de Jésus, le travail de l'historien s'apparente maintenant davantage à un voyage chamanique qu'à un travail philologique ou archéologique. Jean Pommier, dans un article de 1965, amplifie encore cette impression. Il raconte en effet qu'au moment de perdre connaissance dans sa résidence d'Amschit, Renan malade
était occupé à travailler sur les feuillets 72 et 73 du manuscrit de la vie de Jésus, où il est question de la prière au jardin de Gethsémani et du moment où Jésus est victime d'un moment de défaillance. Or, Renan se serait évanoui après avoir écrit « moment de ». Et Pommier de conclure « les deux agonies s'étaient confondues ». L'intimité avec l'Antiquité, on le cerne de plus en plus clairement, ne concerne guère l'Antiquité phénicienne, mais les prolongements palestiniens de l'enquête. Magnétisé par Jérusalem, Renan l'est aussi par Athènes. Nous avons vu la place que prend dans les conclusions de la mission de Phénicie le génie grec opposé à l'éclectisme mimétique des Phéniciens. Or, le voyage en Grèce se situe en 1865, à un moment où Renan est encore en plein dans l'écriture de la mission de Phénicie. Les interférences, les analogies ou contre-analogies semblent donc évidentes. Dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, il évoque Athènes en la plaçant à côté de Jérusalem. Or, voici qu'à côté du miracle juif, venait se placer pour moi le miracle grec, une chose qui n'a existé qu'une fois, qui ne s'était jamais vue, qui ne se reverra jamais plus, mais dont l'effet durera éternellement, je veux dire un type de beauté éternelle, sans nulle tache locale ou nationale. On voit poindre ici l'autre grand texte dont Sophie Bache nous parlera demain, la prière sur l'Acropole. Tiraillé entre le miracle juif du monothéisme et le miracle grec de la raison, Renan finit par lancer dans sa leçon inaugurale au Collège de France, le 27 février 1862, la célèbre apostrophe « Jésus, cet homme incomparable », qui lui vaudra, on le sait, sa révocation de 1863 et qui subsume tous les paradoxes d'une démarche ponctuée d'aporie et pourtant puissamment féconde. Si les Grecs et les Juifs forment une tribu à part, voire même sont autre chose et plus qu'une tribu, alors aucun comparatisme n'est possible. Partenaires des Grecs et voisins des Juifs, les Phéniciens, eux, sont excessivement comparables puisque leur culture est faite d'emprunts et d'imitations. Leur pratique religieuse, en définitive, n'intéresse véritablement Renan qu'au moment où elles disparaissent sous les coups de boutoir d'un christianisme conquérant. Je conclus. La méthode de Renan, telle que nous l'avons vue à l'œuvre, n'exige pas seulement que l'intuition et l'analogie, suscitées par les choses vues, viennent vivifier l'érudition. Il me semble qu'en fonction des objets d'étude, en fonction des lieux, des temps et des hiérarchies culturelles, elle tisse, cette méthode, elle tisse différemment les différents canaux, les divers canaux de la connaissance pour construire des régimes d'autorité spécifiques et originaux, nous l'avons vu souvent paradoxaux. Admiratif face aux ruines de Tyrinthe et de Mycène au printemps 1865, Renan s'exclame « Voilà le monde homérique ». En boitant le pas à François Hartog, on pourrait reconnaître dans son approche du passé une volonté de restitutio, une sorte de refondation du passé, qui ferait du passé une ressource pour agir dans et sur le présent. Le retour aux origines, la captatio du passé, visait certes à enraciner en France les études sémitiques, mais au-delà, c'était aussi et surtout une réflexion sur le devenir de la religion dans ses rapports à la raison et à la science. Je vous remercie.